Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café, la petite émission qui monte, comme l'aurait dit M6 dans les années 90. Mais bon, plus sérieusement, l'épisode du jour il va être pas mal chargé car entre l'annonce de GPT-4 et le résumé des annonces autour du Google for Games Developer Summit, eh bien la soirée d'hier elle était quand même assez riche en infos. Mais bon, je vous fais pas plus attendre car on démarre tout de suite ce Dev Café. Pour commencer, je vous avais expliqué que lorsque vous avez du code en Java et que vous voulez le faire tourner sur un ordinateur, il n'y a pas qu'une seule implémentation de la machine virtuelle qui est disponible, mais plusieurs. La plus connue, c'est celle fournie par Oracle, mais elle n'est plus aussi populaire depuis qu'elle est devenue payante. Mais surtout, les nouveaux tarifs qui sont mis en place depuis ce mois de mars sont un peu à l'inverse de la logique, car c'est plus une licence par poste ou par serveur, mais par le nombre d'employés totaux d'une société. Peu importe que ce soit des gens de la compta ou des RH, ils comptent quand même. En toute logique, certaines entreprises ont vu leurs coûts exploser, et à l'époque, le directeur de la fondation Eclipse, qui propose aussi une distribution appelée Temurin, tweetait, et je le cite, « Waouh, je savais pas que Java était aussi cher. Heureusement que vous pouvez télécharger gratuitement Temurin, qui est entièrement compatible. » Et il semblerait qu'il ait été entendu car la fondation a annoncé qu'au 14 mars, c'est-à-dire hier, plus de 12 millions de téléchargements par mois étaient enregistrés, soit le double d'il y a un an. Et ici, il ne s'agit que de Temurin, sachant qu'il y en a d'autres comme celle d'IBM. Comme quoi, à vouloir un peu trop tirer sur les finances, Oracle risque de s'en mordre les doigts, car une fois que la bascule est faite, c'est quand même difficile de revenir en arrière. Ensuite, c'était attendu pour cette semaine, et paf, l'article est arrivé hier soir un peu par magie, OpenAI a annoncé GPT-4, sachant que ChatGPT était basé sur la 3.5. Le dirigeant qui est derrière la société à but lucratif non plafonné nous avait prévenu en disant qu'il ne fallait pas non plus s'attendre à une révolution, car pour simplifier, il y a eu environ l'équivalent d'un an de travail, c'est-à-dire autant qu'entre GPT-3 et GPT-3.5. Et c'est en effet le cas, et d'ailleurs si je vous fais un petit parallèle, la première fois que vous avez utilisé un smartphone, vous avez eu une sorte d'effet waouh. Mais par contre, après, ça avait beau être meilleur, ce sentiment initial, il est jamais revenu. Ben, c'est un peu ce qu'on peut dire ici. Mais malgré tout, plein de nouveautés sont au programme avec la possibilité de donner en entrée soit du texte, comme c'est déjà le cas, soit des images, mais par contre pas de vidéo comme on avait pu en entendre parler. En revanche, en sortie, c'est toujours uniquement du texte. Et OpenAI décrit cette nouvelle version comme étant plus fiable, plus créative et capable de recevoir des instructions plus nuancées. Bref, comme on dit, c'est le même mais en mieux, et pour ça vous avez tout un tas de benchmarks qui montrent les progrès réalisés dans l'article d'annonce. Simplement, je vous en cite un seul, le français offre désormais une précision 83% supérieure à GPT 3.5. Côté image, vous pouvez par exemple lui demander quel est le contenu comme ici avec le câble qui semble être du VGA, mais en réalité c'est une feinte car c'est du Lightning et il arrive bien à le détecter. Ensuite, pour ce qui est de ChatGPT, il devient non pas un super ChatGPT, mais plutôt un ChatGPT+, et là-dessus, OpenAI est relativement malin puisque c'est uniquement accessible pour les comptes payants, et pareil pour l'API. Mais ici, c'est pas vraiment cette annonce qui est intéressante, mais plutôt la multitude d'outils qui vont en accoucher, et comme j'aime à vous le dire, et bien suite aux prochains épisodes, car je risque de vous en reparler. Bon, après ces deux sujets généralistes, on va se rapprocher du mobile avec Firebase, qui est la solution de backend as a service de Google, et jusqu'à présent, on n'a pas vraiment besoin de créer énormément de projets avec. À la limite, on en fait un pour la prod et un autre éventuellement pour le développement, voire même peut-être des intermédiaires, mais bon, faire tout ça à la main, finalement, c'est relativement acceptable, on va dire. Mais en parallèle, dans le monde du cloud, Terraform s'est petit à petit imposé car en définissant un fichier de configuration, vous définissez l'infrastructure que vous souhaitez provisionner. Et la bonne nouvelle, c'est que Firebase est désormais compatible avec, en tout cas en bêta. Là-dessus, toute une doc est mise à disposition et vous allez certes pouvoir vous en servir pour provisionner la partie base de données, mais surtout vous pourrez associer les applications, c'est-à-dire donner les packages pour vos applications Android, iOS et même le web. Et d'une manière générale, vous pourrez ainsi tout définir avec notamment l'authentification, le Firestore ou encore les règles de sécurité. Bref, je vous ai mis le lien vers la doc, pour le moment comme je vous l'ai dit c'est en bêta car ça vient tout juste de sortir, mais bon pour tous ceux qui font du DevOps, c'est une super nouvelle. Bon, quand même, Dev Café, c'est censé parler vraiment de mobile, alors on va enfin parler du sujet, et c'est un complément d'information, on va dire, puisque ça concerne Flutter. La semaine dernière, je vous avais expliqué que l'un des fondateurs du framework avait quitté Google pour créer sa boîte, et il avait commencé à nous teaser une fonctionnalité pour mettre à jour à distance des applications Android et iOS, car sur le web, c'est simple, on fait un F5 et paf, c'est mis à jour, alors que sur le mobile, il faut passer par les stores. Et cette semaine, deuxième vidéo, où on voit que le processus se fait en deux étapes. Dans un premier temps, ils compilent l'application et ensuite ils le publient sur leur serveur de prod. Et boum, vous le voyez, ils le reçoivent bien sur leur deux téléphones. Dans ce qu'ils expliquent dans la vidéo, cette semaine, un sondage devrait être envoyé et la semaine prochaine, il pourrait déjà y avoir une preview à tester.
Alors si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore fait, il faut aller sur le site de Shortbird, c'est le nom de la boîte, et ajouter votre mail à la mailing list. Bien sûr, le lien il est dans la description. Allez, ça fait déjà une bonne première partie, et avant de s'intéresser au sujet autour d'Android, place aux actus en bref. Pour commencer, le mois de mai est synonyme de conférence pour les développeurs. Le rendez-vous est pris chez Google pour le 10 et chez Microsoft rien n'est encore officiel, mais elle devrait avoir lieu les 23 et 24 avec une version hybride, c'est-à-dire en permettant de venir à Seattle mais aussi en ligne. À être dans la Silicon Valley, Y Combinator, un incubateur célèbre qui héberge notamment Hacker News, vient d'annoncer se séparer de 17 employés, soit 20% de sa masse salariale. Mais ce qui est à noter, c'est que l'incubateur préfère se recentrer sur les investissements de démarrage et non plus en phase finale. Après la chute de la banque SVB, on a l'impression que tout un écosystème est en train de se rouiller. Entre Google et Microsoft, c'est une véritable guerre qui se joue en ce moment, puisqu'après la partie moteur de recherche où ChatGPT et Bard se feront bientôt concurrence, le nouveau round est sur la suite bureautique. Côté Google, le patron de Google Cloud a donné pour exemple qu'il serait possible d'expliquer un sujet et qu'automatiquement un brouillon serait créé. Pour le moment, ni date ni prix ne sont communiqués. Toujours côté IA, vous avez déjà dû entendre parler de Midjourney qui réalise de belles images et on en est à la version 4. Mais on a déjà un aperçu de la prochaine version avec notamment un aspect photo qui a l'air ultra réaliste. En revanche, on n'a pas encore de date précise pour cette V5. Et enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais Google sponsorise l'équipe de Formule 1 McLaren où on peut voir les logos de Chrome ou d'Android. Mais innovation à noter, les voitures ont l'air d'avoir des écrans e-ink qui leur permettent dynamiquement de changer de logo, car il y a plus de sponsors que de places disponibles sur les voitures. Bon, encore faudrait-il que les voitures arrivent à finir une course, mais ça c'est un autre sujet. On reprend avec une info qui est un peu tombée comme ça, sans vraiment qu'on comprenne vraiment pourquoi ils se sont précipités pour l'annoncer, mais Google a présenté l'initiative Open Health Stack, qui, si je le traduis, est une suite de composants open source et de ressources pour les développeurs pour accélérer le développement de solutions de santé interopérables en misant l'accent sur les standards et la sécurité. Côté mobile, ils fournissent un SDK FHIR, et si cette abréviation ne vous dit rien, ça veut dire Fast Healthcare Interoperability Resource. Je pense que j'ai pas besoin de vous traduire ça car c'est parfaitement la définition de ce que je vous ai justement expliqué avant. On apprend simplement que ça suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. À l'intérieur, il y a 4 briques qui répondent justement à ces guidelines. Je vous ai mis le lien dans la description, l'idée ici c'est de faciliter donc le développement d'applications interopérables autour de la santé. Mais malheureusement, comme Google sait toujours très bien le faire, ils ont annoncé ça en parallèle de plein d'autres sujets, histoire qu'on soit bien sûr que ce soit totalement invisible. Comme j'aime à le dire, pas bravo Google. Et l'événement d'hier, c'était aussi le Google for Games Developer Summit, mais vu que c'était totalement en ligne, c'était plutôt une fête aux vidéos YouTube. Mais plus concrètement, il y a eu plusieurs annonces sur l'aspect mobile, et je vais vous résumer tout ça bien sûr. Pour commencer, l'Android Game Development Kit aide à concevoir des applications mobiles en CC++ en passant par Visual Studio. Au chapitre des nouveautés, le système de build Ninja est supporté par ce kit pour faciliter l'ouverture avec Android Studio. Il y a aussi un meilleur profiler, mais surtout l'arrivée d'un élément qu'ils appellent l'adaptability, qui en réalité est caché derrière un framework qui est appelé l'Android Dynamic Performance. Alors ça permettra au jeu de mieux s'adapter aux performances du processeur et du GPU, et aussi à la chauffe éventuelle des téléphones. Car vous avez peut-être remarqué, mais sur les pixels, mais aussi sur Android 13 en général, il y a maintenant une sorte de mode gaming, et justement ces API viennent en tirer parti. Mais pour tout ce qui est de la gestion de l'énergie, ça peut être pas mal pour éviter que les téléphones deviennent un vrai chauffage mobile. Mais surtout, ils ont énormément parlé du Google Play Games for PC qui est déjà disponible dans quelques pays comme les États-Unis et en Asie, et la bonne nouvelle c'est qu'il va aussi arriver en Europe, mais on n'en sait pas plus qu'un vague dans les prochains mois. Pour rappel, l'idée c'est d'offrir une continuité entre vos jeux sur mobile et ensuite sur votre ordinateur, sachant que ce n'est compatible qu'avec Windows 10 et 11. Pour ça, ils annoncent fièrement qu'un émulateur est disponible pour tester vos jeux, mais en cliquant sur la page, on voit qu'en réalité ils sont pas tout à fait prêts et qu'il faut remplir un formulaire pour être prévenu quand il sera dispo. En parallèle, et je vous l'avais déjà expliqué, il y a un nouvel ID pour les joueurs qui est en cours de déploiement pour justement gérer cette continuité, et je vous renvoie pour ça vers le Dev Café où j'en parlais. Et enfin, les principales nouveautés concernent le Google Play, mais ça ne se limite pas aux jeux, et donc je vais vous en faire un petit florilège. Les Android Vitals qui permettent d'obtenir des infos sur les problèmes vont maintenant pouvoir indiquer le taux de rafraîchissement moyen, sachant que pour les jeux, ils se contentent de 30 images par seconde, mais pour des applications, il faut quand même viser à minima le double. Pour ce qui est de Crashlytics, toute la partie native fournit des détails plus complets désormais, et qui sera d'ailleurs étendue au GWP ASAN du NDK, et bon là-dessus j'avoue que mes connaissances sont un peu limitées sur ce sujet.
Ensuite, pour l'aspect promotion, le programme qui permet de mettre en ligne des promos et autres pubs s'ouvre à un peu plus de développeurs, mais bon, comme vous pouvez le voir, la déclaration elle est quand même assez floue. Et si parmi tout ce que je vous ai raconté, ça ne vous intéresse pas, par contre, la dernière nouveauté pourrait en revanche susciter votre attention, car il est désormais possible de traduire les strings de vos applications et plus juste la fiche du Google Play. Bon, par contre, on nous parle de Machine Translation, et si c'est le même niveau que Google Translate, eh bien je crois qu'il vaudrait mieux pas l'utiliser du tout. Mais bon, quand même, on va essayer de rester positif. Si ça vous intéresse, il faut participer à un programme en Early Access. Voilà donc pour mon résumé des principales nouveautés. Je pense que je vais faire comme avec Android 14 et regarder le contenu de chaque vidéo maintenant, car généralement il y a plein de petites choses qui sont cachées. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt pas mal, même si je trouve quand même que Google a de plus en plus tendance à annoncer des choses qui arriveront plus tard. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé ça plutôt enthousiasmant, ou alors si vous n'en avez rien à secouer. Et voilà, c'était tout pour cet épisode qui au final était plutôt chargé. D'ailleurs, Google a aussi essayé de faire quelques annonces sur l'IA dans Workspace, mais bon, ils se sont encore fait griller la priorité par OpenAI. Comme on dit vraiment, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais bon, au cas où, je regarderai mieux ça demain et je vous en reparlerai si besoin. D'ailleurs, il est temps d'arrêter ce Dev Café si je veux respecter le chrono des fameuses 10 minutes, et si vous l'avez aimé, et bien surtout, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Pour ce qui est de l'événement qui s'est passé dans l'histoire hier, c'était un ordinateur des laboratoires Bell qui s'appelait le Tradic et qui est à la base de nos ordinateurs d'aujourd'hui, mais bon, je vous en dis pas plus, histoire de rester un tout petit peu mystérieux là-dessus. La vidéo, elle est comme d'habitude dans les suggestions, et sur ce, eh bien pensez bien aux Louise aujourd'hui car c'est leur fête, et de mon côté je vous donne rendez-vous, même heure et même endroit, dès demain, et allez, bonne journée.